Nous sommes toujours dans le chapitre 1, l'origine du génotype des individus en classe de spécialité de terminale. Et nous allons voir brièvement aujourd'hui la méiose et le brassage intrachromosomique. Alors, nous avons déjà travaillé dans le cours précédent le brassage interchromosomique. Là, il s'agit du brassage intrachromosomique. Alors, cette partie de cours qui est orale, je ne montre pas de schéma, je ne montre pas de document, j'explique seulement. Or, il est préférable d'avoir des schémas devant soi. Donc avant d'écouter ce cours, je vous conseille de préparer votre manuel ou de regarder sur Internet en quoi consiste ce brassage intrachromosomique, sachant que ce cours va constituer un résumé. Donc méiose et brassage intrachromosomique, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. Nous savons, d'après nos connaissances antérieures, que en fin de méiose, chaque cellule produite reçoit un seul des deux allèles de chaque paire avec une probabilité équivalente. Ça, nous l'avons déjà mis en évidence, mais là nous allons renforcer cette idée dans l'étude du brassage intrachromosomique. Pour deux paires d'allèles, 4 combinaisons d'allèles sont possibles, on l'a démontré, équiprobables ou non en cas de gènes liés. Donc nous allons voir que dans ce cas de brassage intrachromosomique, donc vous allez avoir beaucoup plus de possibilités relatives à dont la conséquence sera l'unicité des individus, parce que justement va s'ajouter au brassage interchromosomique ce brassage intrachromosomique qui va augmenter encore plus la diversité des êtres vivants. C'est-à-dire qu'il est très peu probable de trouver deux individus exactement identiques. Bon, mis à part les jumeaux, les vrais jumeaux, mais ça c'est un cas exceptionnel. Nous savons également que le nombre de combinaisons génétiques possibles dans les gamètes est d'autant plus élevé que le nombre de gènes à l'état hétérozygote est plus grand chez les parents. Donc quand nous allons parler tout à l'heure de crossing over, il va y avoir des échanges de matériel qui vont faire qu'il y aura une augmentation de cette diversité des gamètes. Donc, on peut se donner comme objectif donc, de présenter ces crossing over à quel moment de la méiose? Eh bien, en prophase numéro 1 de la méiose. Parce qu'il y a deux prophases. Donc, prophase numéro 1 de la méiose. Donc, ces crossing over vont aboutir à la notion de brassage génétique intrachromosomique. Donc, vous allez essayer dans des documents de votre choix, donc de visualiser schématiquement les effets des crossing over en termes de constitution de nouvelles combinaisons d'allèles. Ça, ce sera votre travail. Mon travail, moi, c'est de résumer les choses. Un crossing over ne génère de nouvelles combinaisons d'allèles que dans la mesure où le chiasma se produit entre les locus des deux gènes impliqués. Ainsi, même si l'on considère que les crossing over se produisent systématiquement, seuls certains d'entre eux ont des conséquences visibles dans le cas, par exemple, de votre étude, des conséquences visibles que vous allez pouvoir mettre en évidence. Alors, brassage interchromosomique, brassage intrachromosomique, donc deux notions qui se ressemblent dans les mots, mais qui n'ont pas les mêmes mécanismes. Donc ce brassage intrachromosomique va se produire au cours de la prophase numéro 1, on l'avait dit, alors que le brassage interchromosomique se faisait plutôt en anaphase 1 de méiose. Donc intrachromosomique, prophase numéro 1, interchromosomique, prophase numéro 2. Si vous observez attentivement sur un document, par exemple chromosome homologue apparié au cours de la prophase 1 de méiose, vous pouvez choisir le criquet mâle chez le criquet mâle où 2n égale 22 plus x. Mais si vous observez attentivement,
l'appariement des chromosomes homologues au cours de la prophase 1 de la méiose, vous allez voir que ces chromosomes homologues sont étroitement associés et accolés et généralement plus ou moins enchevêtrés. Donc on constate qu'il y a ce que l'on appelle des chiasmas, c'est H-I-A-S-M-A-S, c'est-à-dire des endroits où une chromatide d'un chromosome entre en contact et croise une chromatide de son chromosome homologue. Donc les chromosomes sont toujours par deux. Lorsque nous sommes dans le cas de 2N chromosomes, donc on a des paires de chromosomes, et il y a des ressemblances au niveau des séquences d'ADN qui font qu'on va avoir des chiasmas qui vont apparaître, c'est-à-dire des zones étroitement accolées, plus ou moins enchevêtrées. Donc vous pouvez observer des images sur votre manuel ou sur Internet, donc une paire de chromosomes homologues au cours de la prophase 1 de la méiose. C'est uniquement au cours de la prophase numéro 1. Et non pas, par exemple, au cours de l'anaphase, puisque les chromosomes homologues vont se séparer. Donc vous imaginez que lorsqu'il y a un enchevêtrement, on peut avoir des petits morceaux qui vont se casser et se mettre sur l'autre chromosome homologue. Alors vous savez que avant que la division, donc que la méiose ne commence, il y a une réplication du matériel génétique. C'est-à-dire que on passe, au cours de cette réplication semi-conservative, d'un chromosome avec une chromatine, doublement de la chromatide, donc on passe à un chromosome avec deux chromatides. Et donc, sur le chromosome homologue également, on va avoir deux chromatines. Autrement dit, on a au total 4 chromatines qui vont 2 par 2. Donc les deux chromosomes homologues vont pouvoir se rapprocher et s'assembler sur des zones de contact que l'on appelle des chiasmas. Et les échanges qui vont avoir lieu au niveau de ces chiasmas, échanges entre des petits morceaux de chromatine, s'appellent des crossing over. Donc observez bien ces images de chiasma et imaginez qu'il y a des crossing over et où trouver des schémas où vous voyez par exemple le mécanisme du crossing over à l'origine d'une recombinaison chromosomique. Alors, pour resituer un petit peu les choses dans l'histoire, c'était un cytologiste qui s'appelait Jensen en 1909. Donc pour lui, les chromatides pourraient se casser au niveau des chiasmas et se recoller en associant un segment de chromatide paternelle et un segment de chromatide maternelle. C'est ce que l'on appelle un brassage intrachromosomique. Et puis un petit peu plus tard, en 1911, Morgan a formalisé plutôt ce concept sous le nom de crossing over, afin d'expliquer certains de ces résultats, mais il n'en avait pas la preuve. Donc concernant ce mécanisme, je répète, trouvez des schémas où vous allez voir que à partir d'un chromosome dupliqué, donc deux chromosomes dupliqués en fait, deux chromosomes homologues dupliqués, vous allez avoir appariement des chromosomes homologues, et puis échange de segments au niveau des chiasmas, les petits segments qui vont casser et s'échanger, et vous allez obtenir à ce moment-là des chromosomes recombinés, avec une chromatide maternelle, ou paternelle, ou une chromatide d'origine qui ne change pas, et la deuxième chromatide qui va présenter un petit segment différent qui proviendra d'une des deux chromatides du chromosome homologue. Alors vous allez me dire si les gènes sont identiques, par exemple si vous avez un gène grand A sur les 4 chromatides, même s'il y a un échange, ça ne changera rien. Par contre, si vous avez sur une chromatide, donc sur un chromosome, vous avez grand A et sur l'autre chromosome, vous avez un gène grand B, enfin un allèle grand B, enfin petit a plutôt, parce que grand A, grand B, ce serait plutôt deux gènes différents, bon, symboliquement. Maintenant, on pourrait avoir grand A et petit a, qui sont deux allèles du même gène. Eh bien, si vous avez sur un chromosome homologue grand A et sur l'autre petit a,
l'échange de matériel va faire que sur une des chromatines, on aurait petit a, et sur l'autre chromatide, grand A, et du coup, sur l'autre, on aurait donc grand A et petit a également. Bon, ça dépend des combinaisons. Bon, bref, il y a un échange. Alors, historiquement, donc on a Barbara McClintock et Harriet Craigton qui apparaissent aussi, qui sont récompensés par un prix Nobel. Donc il a été confirmé, ce concept de crossing over, par ces femmes. Mais bon, elles se sont posées enfin, elles avaient un problème parce qu'elles se sont aperçues qu'au cours de leur étude génétique sur le maïs, que chez une plante, donc il y avait un chromosome numéro 9 qui était porteur de 2 anomalies. Donc elles ne comprenaient pas d'où venaient ces 2 anomalies. En effet, sur l'une de ces extrémités, il y avait un renflement et sur l'autre extrémité, il y avait un fragment de chromosome numéro 8. Donc chromosome 9 qui possédait un fragment de chromosome numéro 8. Donc ce fragment de chromosome 8 était venu se greffer et le second chromosome 9, lui, était normal. Donc en croisant cette plante avec une autre dont les chromosomes 9 étaient normaux, elle a obtenu des descendants dont l'étude des chromosomes était révélatrice. Donc il y avait bien eu échange de matériel apparemment. Bon, j'étudie pas en détail ce mécanisme, mais sachez que ces travaux ont été récompensés par le prix Nobel. Donc finalement, il s'agit là d'un phénomène qui va redistribuer les allèles entre les chromosomes homologues. C'est tout simple, c'est tout bête en fait. Chiasma, des zones d'échange, échange de matériel, crossing over, on obtient des chromosomes recombinés. Alors ce crossing over n'est pas exceptionnel, il n'est pas anormal du tout, il est tout à fait normal. Il fait partie des mécanismes qui se passent au cours de la méiose. C'est un phénomène qui est relativement commun et qui va se produire quasi systématiquement entre les chromosomes homologues lorsqu'il va y avoir une méiose en prophase de première division. Cependant, 3 choses à retenir. Donc la localisation des chiasmas va différer d'une méiose à l'autre et il faut considérer 3 choses différentes. Première chose, c'est qu'un crossing over concerne 2 des 4 chromatides d'un bivalent. Première chose. Un bivalent, c'est 2 chromosomes homologues. Donc il y a 2 chromatides par chromosome, donc au total il y a 4 chromatides. Donc un crossing over, ça ne concerne que 2 des 4 chromatides du bivalent. Ça veut dire qu'on a 2 chromatides qui ne changeront pas et 2 chromatides qui ont été dupliquées vont échanger du matériel. Donc un crossing over, je répète, ne concerne que 2 des 4 chromatides d'un bivalent. Deuxièmement, un crossing over ne dissocie pas forcément 2 gènes. C'est pas parce qu'il y a un chiasma qu'il va y avoir une cassure automatique. Donc c'est le cas uniquement, c'est crossing over, lorsque le chiasma se situe entre 2 gènes. Donc vous avez un gène. Si le chiasma, donc l'échange, enfin le chiasma, la zone d'accolement, entre guillemets, se passe entre les 2 gènes, alors il peut y avoir un échange. Donc je répète qu'un crossing over ne dissocie pas forcément 2 gènes. C'est pas obligatoire. Mais ça se passe lorsque le chiasma se situe entre les 2 gènes, sachant que c'est pas obligatoire non plus. Mais en général, ça se fait. Enfin, l'échange se fait. Et troisième chose, c'est que la recombinaison est d'autant plus probable que les gènes sont éloignés. Si on a un gène ici et un gène ici, le chiasma, il va pas. Bon, c'est pas facile, vous voyez, si les 2 gènes sont collés. Par contre, si les 2 gènes sont séparés, le chiasma peut faire qu'il va y avoir une cassure et un échange de matériel. Donc je répète que la recombinaison est d'autant plus probable que les gènes sont éloignés. Donc, par exemple, si vous prenez un chiasma dans l'espace séparant les locus de 2 gènes, au cours de la prophase numéro 1, il peut y avoir échange de matériel, si bien que en fin de première division de méiose, suite à l'anaphase, eh bien, puisque ces chromosomes homologues se sont séparés,
c'est la séparation des chromosomes lors de l'anaphase numéro 1, c'est caractéristique de la méiose, eh bien, on va avoir apparition de nouvelles combinaisons d'allèles sur 2 des 4 chromatines, sachant que les chromosomes homologues sont séparés évidemment. Mais on peut très bien avoir des chiasmas hors de l'espace séparant les locus de 2 gènes, et dans ces conditions-là, au cours de la prophase de première division, on peut très bien avoir des chiasmas, mais en fin de première division, on s'aperçoit qu'il y a des combinaisons d'allèles qui sont inchangées. Donc il n'y a pas de changement. Bon, voilà, c'est ce que je voulais dire brièvement concernant ce brassage intrachromosomique, à bien comprendre la différence avec le brassage interchromosomique. Le cours est terminé. Merci. Un petit sourire pour l'image finale.